un séducteur notoire qui fait soupirer les femmes autour de lui. Booth était un charmeur qui se distinguait des hommes sans charme de Washington City, où tout le monde luttait pour se tailler une place. Il paraissait très sûr de lui. Il donnait toujours l'impression de vous faire le privilège de sa compagnie. Lorsque Booth passait à cheval dans les rues de Washington, même les hommes soulignaient son élégance. Ils disaient que Booth était probablement l'homme le plus élégant de la ville. Booth ne pouvait résister au défi de séduire émotionnellement des femmes d'âge mûr. Essentiellement, il était le Tom Cruise de son temps. Comme acteur, il était particulièrement brillant et il avait beaucoup de succès. C'était un homme agréable qui avait beaucoup d'amis. Pour Mary Surratt, qui vivait des heures solitaires très douloureuses, il était un homme très attirant et il la regardait continuellement avec de grands yeux tendres. Elle en discutait probablement avec ses voisines en leur parlant des visites de Booth. Mais au-delà de son image séduisante, Booth est passionné par la cause sudiste. Il perçoit Abraham Lincoln comme un tyran. Il sait que si quelqu'un parvient à éliminer Lincoln, la guerre prendra rapidement une toute autre tournure. Ses nouveaux amis pourraient être très utiles à sa cause et il sait comment s'allier des complices. Il en trouve justement chez les Surratt. John Wilkes Booth avait un côté caché, un côté terrifiant lorsqu'il décidait de contrôler et d'utiliser des gens. Qu'il s'agisse de séduction émotionnelle ou physique, Mary Surratt se liait au diable en s'intéressant à John Wilkes Booth. En 1865, la guerre tourne clairement à la faveur des nordistes. Richmond tombe et le général Lee se rend. John Wilkes Booth est maintenant obsédé par des idées de vengeance. Il veut que Lincoln meure. Le complot pour assassiner Lincoln voit le jour ici, dans la maison de chambre de Mary Surratt sur la rue H. Booth implique le fils de Mary dans le complot. Mais est-ce que Mary le sait? Certains historiens prétendent qu'elle savait tout. Il aurait fallu qu'elle soit stupide pour ne pas réaliser ce qui se tramait chez elle. Je crois que la plupart des femmes savent essentiellement dans quoi sont impliqués leurs enfants. Qu'elle ait été au courant ou non, Mary était complètement sous l'emprise du charme de Booth. Il pouvait obtenir tout ce qu'il voulait des gens qui l'entouraient et leur faire faire toutes sortes de choses. Le 14 avril 1865, Mary quitte Washington pour aller visiter sa maison de Surrattsville. Le jour même où Lincoln allait être assassiné. Elle prétendra plus tard que c'était pour aller y percevoir l'argent du loyer. Elle avait loué sa maison à un sympathisant sudiste nommé John Lloyd. Certains croient qu'elle était allée lui porter un message et qu'elle savait très bien que des armes à feu étaient cachées dans la maison. Plus tard, au cours de son procès, John Lloyd affirmera que Mary lui avait demandé de préparer des armes à feu lorsqu'elle était venue le visiter. Mais que s'est-il réellement passé à Surrattsville il y a 130 ans? L'esprit de Mary semble revenir ici régulièrement pour y revivre ces heures cruciales. Un soir, nous étions en train de travailler et nous avons tous été saisis d'étonnement au même moment. Nous avons tous entendu ce qui semblait être quelqu'un qui pénétrait par la porte du rez-de-chaussée et nous savions que la porte était verrouillée. Puis nous avons entendu ce qui nous a semblé être quelqu'un qui traversait le corridor pour aller à l'autre bout de la maison. Nous avons alors décidé qu'il fallait tenter de savoir ce qui se passait. Un homme de notre groupe est demeuré en haut dans la bibliothèque, mais toutes les femmes sont descendues. Tout allait bien lorsque nous sommes arrivés dans le corridor. Il y avait beaucoup de lumière. Mais lorsque nous sommes arrivés au pied de l'escalier et que nous nous sommes engagés dans l'autre corridor,
nous avons réalisé que nous nous dirigions dans une section de la maison où il n'y avait pas encore d'électricité. Par prudence, nous nous sommes tenus chacun par la main. J'étais en tête de file. Nous nous sommes dirigés vers l'arrière de la maison. J'avais peur de toucher quelque chose de froid et gluant. Je n'ai rien touché de tel et c'est pour ça que je travaille encore ici. La conclusion de la liaison entre Mary Surratt et le diable. L'histoire d'un esprit hanté par sa propre histoire. Et plus tard dans l'émission, nous visiterons un labyrinthe exceptionnel où l'esprit d'une femme esseulée se terre derrière chaque escalier et chaque porte. Le 14 avril 1865, Mary Surratt retourne à sa maison de chambre de Washington. Au même moment, John Wilkes Booth se dirige vers le théâtre Ford, là où Abraham Lincoln assistait à une pièce de théâtre appelée Our American Cousin. À 22h15, Booth s'introduit dans la loge du président. Et là, il assassine froidement Abraham Lincoln. Puis il prend la fuite et il s'arrête un moment à la maison de Surrattsville. Il a besoin des armes qui y sont cachées pour se protéger de ceux qui le pourchassent. Le simple nom de John Wilkes Booth me donne des frissons. Comment cet homme diabolique avait-il pu commettre un tel crime? Il était le diable en personne. Les recherches pour trouver Booth mènent inévitablement à la maison de chambre de Mary à Washington. Les autorités appréhendent la femme ainsi que 8 autres personnes. Elle est ensuite formellement accusée d'avoir été au centre d'une vaste conspiration. Une semaine plus tard, des constables fédéraux abattent Booth. John, le fils de Mary, parvient à s'enfuir. Mary est mise au fer et conduite au pénitencier de Washington. L'endroit existe encore. C'est maintenant le Quarters 20, une résidence pour des officiers de l'armée. Leur prédécesseur avait enfermé Mary derrière ses murs en lui refusant toute forme de pitié. Et aujourd'hui, elle refuse de les quitter. Gina Cooper s'est installée ici il y a 3 ans. Son mari est officier. Lorsque nous sommes arrivés ici, les clés ne fonctionnaient pas. Nous sommes donc allés chez des voisins et nous leur avons demandé s'ils aimaient habiter ici. Ils nous ont dit qu'ils aimaient l'endroit, mais qu'il leur avait fallu s'adapter à la présence d'un fantôme. Alors que le gouvernement américain vit de grands bouleversements, Mary est emprisonnée ici dans ce qui est devenu un coin de l'appartement de Gina Cooper. À l'époque, cette pièce était la cellule 153. Dans le plus profond de son âme, Mary est submergée d'une peur sans pitié. Booth est mort, son fils est parti. Anna, sa fille, essaie de l'aider à soulager sa conscience. Encore aujourd'hui, certains prétendent qu'on peut entendre les échos des supplications de Mary le long de ses murs. Anne Gaiman, une voyante, affirme les entendre elle aussi. Je sens réellement sa présence partout. Je sens une profonde tristesse, comme si sa vie n'avait été qu'un échec. Elle est vraiment partout. Cet immeuble est imprégné de sa présence. Je pense que son esprit est demeuré sur Terre à cause de sa grande tristesse et de sa déception d'avoir eu à vivre une vie aussi malheureuse. Elle ne parvient tout simplement pas à quitter cet univers terrestre. J'ai l'impression qu'elle regarde à travers cette fenêtre et qu'elle regarde dans cette direction. Ici, sur ce qui est maintenant un court de tennis, s'érigeait jadis la Potence. Et c'est ici, en mai 1865, au 3e étage de Quarters 20, qu'a eu lieu le procès du siècle. Il y avait de nombreux éléments d'intrigue dans cette histoire. Le procès de Mary Surratt était un peu comme le procès O.J. Simpson de son temps. Mais il s'agit d'un procès militaire. L'accusé est considéré coupable jusqu'à ce qu'on prouve son innocence. Le témoignage le plus incriminant est celui du locataire de Surrattsville.
John Lloyd raconte à la cour que le jour de l'assassinat, Mary lui avait demandé de préparer les armes à feu. Les procureurs mettent l'accent sur la relation entre Mary et Booth. Les procureurs avaient certainement un agenda bien précis durant le procès de Mary Surratt. Ils voulaient établir qu'il y avait probablement eu une relation amoureuse physique entre elle et John Wilkes Booth. Ils ont entre autres beaucoup insisté sur le fait que plusieurs avaient entendu Mary Surratt appeler John Wilkes Booth son chéri. L'avocat de Mary prétend qu'il ne s'agissait là que d'un surnom amical. Il explique qu'elle avait été impliquée dans les machinations de Booth sans le vouloir. Mais le procès continue à mal tourner pour Mary. À mesure que le procès progressait, Mary a commencé à réaliser le sérieux des accusations qui pesaient contre elle et que, si elle était reconnue coupable, elle serait condamnée à la pendaison. Mary Surratt est finalement reconnue coupable, mais le procès est demeuré une source de controverse jusqu'à aujourd'hui. Mary Surratt était-elle réellement coupable de complicité dans le meurtre du président Lincoln? Je pense que non. Mais elle était probablement coupable d'avoir trop aimé sans en réaliser les risques. Ce procès n'avait pas réellement essayé d'établir la vérité. Ce n'était pas une affaire de justice, mais de vengeance, pure et simple. Le grand Abraham Lincoln venait d'être assassiné et quelqu'un devrait en payer le prix. Le tribunal militaire demande la clémence des autorités, mais le gouvernement ne veut rien entendre. Anna Surratt se rend donc à la Maison-Blanche pour demander qu'on épargne sa mère. Elle y rencontre la fille du président Andrew Johnson. La fille du président est arrivée dans le corridor et Anna était en train de pleurer, assise sur une marge de l'escalier. Anna l'a supplié d'aller voir son père et de lui demander de faire quelque chose pour sauver sa mère. La fille du président était sympathique à sa cause, mais elle lui a dit qu'elle ne pouvait rien faire. Un prêtre demeure avec Mary jusqu'à la fin. Pour sa dernière confession, elle lui murmure « Je suis innocente, mon père ». Finalement, le 7 juillet 1865, accompagnée du prêtre, on la sort de sa cellule et on la conduit à la potence. Il était environ 13h30 le 7 juillet. Une centaine de personnes qui étaient ici ont entendu du bruit à l'extérieur. Ils ont regardé dehors, ils ont vu les conspirateurs sortir de l'immeuble. Mary Surratt était en tête de file. Aujourd'hui, ce n'est qu'un court de tennis. Mais c'est ici qu'en 1865, Mary a été pendue. La première femme à être exécutée par le gouvernement des États-Unis. Des témoins ont raconté qu'il a fallu la traîner jusqu'à la potence. Les autorités lui avaient administré de puissants sédatifs la veille. Elle a fait le tour de l'échafaud et elle a monté les 13 marches. Puis elle a tourné vers la droite pour se diriger au bout de l'échafaud. Elle a pu voir les mâts des grands navires qui étaient là. Plusieurs navires avaient remonté la rivière Potomac pour que les gens puissent assister à sa pendaison. Parce qu'il faisait très chaud ce jour-là, environ 32 degrés Celsius, et que le temps était très humide, on lui a apporté une chaise. Puis quelqu'un a tenu un parapluie au-dessus de sa tête pour la protéger du soleil. On a ensuite attaché ses jambes et ses cuisses, et on lui a placé les mains derrière le dos. Les témoins racontaient qu'elle pleurait et qu'elle suppliait ses prêtres, le père Widget et le père Walter, en leur disant « Je suis innocente, mon père, je suis innocente ». Ils lui ont répondu « Faites la paix avec Dieu, mon enfant. Il est trop tard pour plaider votre innocence ». Et elle a répliqué « Ne me laissez pas tomber, s'il vous plaît, ne me laissez pas tomber ». Je ne sais pas comment Anna a fait pour survivre jusqu'à l'âge de 60 ans en traversant toutes ces épreuves. C'est certainement très difficile de voir sa mère être pendue ainsi. Le général Winfield Scott Hancock est en charge de la pendaison. Il s'est tourné vers un des avocats de Mary et il lui a dit « J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. J'ai livré de nombreux combats. J'ai vu beaucoup de sang répandu et j'ai beaucoup souffert. Mais j'aimerais mieux revivre chacun de ces moments que d'être ici et d'avoir donné le signal pour qu'on pende cette pauvre femme. »
Le général Winfield Scott Hancock avait des soldats au fil qui allaient d'ici jusqu'aux portes de la Maison-Blanche, espérant une commutation de peine de la part du président Johnson. Mais il n'y a rien eu de tel et le général Winfield Scott Hancock s'est tourné vers le général Hartranft. Ce dernier a alors claqué des mains et des soldats qui étaient près de l'échafaud ont procédé à l'exécution. Et Mary Surratt a été pendue. Je peux encore entendre ce claquement des mains et le déclenchement de la potence. C'était horrible. Heureusement pour elle, selon les témoins, elle est morte presque instantanément. Elle a été la première des condamnées à mourir sans se débattre. Les autres conspirateurs ont remué durant de longues minutes au bout de leur corde. Mary Surratt est morte très rapidement. Deux ans plus tard, John Surratt, le fils de Mary, est finalement appréhendé en Europe, puis déporté vers Washington. Il est accusé de meurtre, mais le jury en arrive à un verdict nul. Le public en a assez de cette histoire et le gouvernement retire les accusations. Mary Surratt est enterrée dans un terrain privé de ce cimetière. Mais elle ne repose pas encore en paix. J'ai essayé de communiquer avec Mary, et ce n'est pas facile. Elle avait peut-être été victime de son environnement, et à cause de la nature horrible de ce crime, les gens l'ont peut-être jugé trop rapidement. J'essaie de lui dire que même si c'est difficile, elle n'a pas à revivre ces terribles événements sans arrêt. À un moment donné, comme nous tous, elle doit accepter que des choses difficiles peuvent arriver dans le cours d'une vie et qu'elle doit continuer son chemin maintenant. Mais, incapable de prouver son innocence, elle n'arrive pas à partir. Et à cause de ça, elle doit revivre son destin fatal et mourir encore et encore sur cet échafaud.